Voilà, donc merci beaucoup Mohamed pour cette introduction. Donc effectivement, moi mon approche c'est de cultiver le plus possible sur un sol vivant. Alors un sol vivant, j'explique un petit peu ce que c'est, hein. Un sol mort ça n'existe pas. Voilà. Même si vous allez sur les dunes là-haut qu'on a vu au pied de la falaise, vous allez trouver des bactéries, vous allez trouver toujours des choses. Donc voilà, il y a toujours de la vie, même dans les endroits les plus hostiles. Même en Antarctique, voilà, même dans les endroits les plus hostiles. Mais effectivement, après, vous allez avoir des sols qui sont plus vivants que d'autres. Donc là, l'idée, c'est de tendre vers un sol qui va ressembler, alors des sols vivants, quelle est la référence, ça peut être suivant les endroits de la terre, ça peut être de la savane, ça peut être de la prairie, ça peut être de la forêt, voilà. Donc souvent, on va prendre le modèle que l'on a à portée de main, dans la zone géographique dans laquelle on est. Le problème, c'est qu'ici, c'est vrai qu'on a la référence, elle n'est pas évidente. Parce que naturellement, c'est des dunes de sable, c'est des plateaux rocheux, on est vraiment dans un endroit purement minéral. Donc la problématique ici en zone saharienne va être complètement différente de ce que je peux connaître en zone tempérée ou en zone tropicale africaine, d'Afrique tropicale. Où là où on a déjà des sols déjà construits. Ici, on va être vraiment sur des contextes où on est sur un sol à construire. Donc en fait, voilà, souvent quand on est en Afrique tropicale ou en zone tempérée, l'idée, souvent on part de quelque chose. Si on part de quelque chose de relativement naturel, on part de quelque chose de bonne qualité d'un point de vue en tout cas biologique, d'un point de vue agronomique, ça dépend. Mais d'un point de vue biologique, on part souvent de quelque chose de bonne qualité et l'idée, ça va être de le détruire le moins possible, voire de l'améliorer encore, et tout en l'adaptant à nos cultures. Si on est en contexte saharien, ça va être totalement différent parce que tout va être à construire. Parce qu'on n'a pas de sol. Voilà, on n'a pas de sol, on a un matériau meuble, mais qui n'est pas développé, qui n'est pas structuré comme un sol. Donc on est vraiment sur un matériau minéral qui est meuble, ce qui est pratique, ça veut dire que les racines peuvent rentrer dedans, ça c'est bien, mais on n'a pas de sol. Au sens, auquel on peut l'entendre sous d'autres climats. Donc en effet, mon approche se décline en 3 axes pratiques. Donc la gestion du travail du sol. Donc souvent j'invite à réduire le travail du sol, l'optimiser, on peut le dire différemment, voire le supprimer totalement si c'est possible, si c'est pertinent. Parfois ça l'est, mais pas forcément. Le deuxième point, c'est effectivement les apports organiques que l'on peut faire. Et le troisième point, c'est la gestion de la fertilité par les plantes qu'on fait pousser sur la parcelle. Voilà, et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Souvent, on a un peu l'image que. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en Algérie, mais en tout cas, nous, en France, on a vraiment cette image traditionnelle que quand on fait pousser des plantes sur un sol, on l'appauvrit. Parce qu'on va prélever des éléments minéraux. En fait, c'est totalement faux. Une plante qui pousse sur un sol l'enrichit. L'enrichit parce qu'elle va capter l'énergie du soleil, elle va capter le carbone de l'air et elle va ramener tout ça, elle va stimuler souvent la fixation d'azote par les bactéries et tout ça, elle va le ramener dans le sol. Et en plus, elle va se recycler en fait les nutriments, les éléments minéraux qu'on a dans le sol, elle va les recycler. Voilà. Donc, une plante n'appauvrit pas un sol, elle l'enrichit. Ce qui va l'appauvrir, c'est nos pratiques. C'est nos pratiques de travail du sol, nos pratiques de fertilisation si elles ne sont pas adaptées, et surtout, la récolte. Or, la récolte, c'est quand même notre objectif. Si on ne récolte pas, voilà. Donc voilà, comment on va pouvoir gérer ça? Voilà, avoir des plantes qui vont améliorer la fertilité, tout en récoltant quand même un maximum de choses, parce que c'est quand même, voilà, en tant qu'agriculteur, ce que je recherche. Alors, la partie travail du sol, de ce que je perçois ici, je pense qu'elle n'est pas d'une importance capitale. Parce qu'on part sur des sols qui ont une structure dite particulière, c'est-à-dire il n'y a quasiment aucun lien, des grains de sable, quasiment aucun lien entre eux, aucun liant. Donc on ne risque pas de détruire la structure déjà existante vu qu'elle n'existe pas. En fait, on est sur une structure particulière, ça veut dire en fait pas de structure, hein, c'est de la farine, c'est du sable de plage. Donc le côté travail du sol, je pense qu'il n'est pas essentiel. À mon avis, ici, on pourrait se contenter de préparation de sol, genre avec des outils à dents, par exemple, des choses comme ça, de préparation de sol simple, voilà, histoire de pouvoir désherber si besoin, voilà, juste de faire un petit lit de semences, voire c'est peut-être même pas indispensable. Hein. Voilà, je pense que l'enjeu de la réflexion sur le travail du sol, je pense qu'elle est vraiment secondaire dans notre climat, dans votre climat. Par contre, les autres, vont au contraire être capitaux. Parce que pour construire un sol, en fait, il faut 3 choses. Il va falloir de l'eau, il va falloir de la matière organique, du carbone, et il va falloir de l'activité biologique.
Donc voilà, c'est ça, il va falloir le ramener. Alors l'eau, voilà, on en a parlé hier, je ne vais pas revenir, je ne suis pas spécialiste de l'eau en zone saharienne. Il y a des gens beaucoup plus spécialisés que moi qui en ont parlé hier, c'était très intéressant d'ailleurs. Voilà, donc là, l'eau, de toute façon, si on n'amène pas d'eau, on ne pourra rien faire. Et on voit que même aux endroits où l'eau arrive naturellement, c'est complètement salé, donc on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Donc effectivement, l'eau, ensuite le carbone. Donc là, le carbone, effectivement, je vais un peu traiter le parti matière organique et apport par les plantes qui poussent spontanément un peu ensemble, parce que du coup, il me semble que ça va ensemble, parce que j'ai pas l'impression, de ce que je perçois, qu'on ait beaucoup de matière organique à importer. Ou alors, il faudrait l'importer de très très loin, depuis le nord de l'Algérie. Je pense pas que faire venir des semi-remorques sur 1500 km soit une très bonne idée. Alors peut-être faire venir des containers de fumier par ballon, je ne sais pas. Mais bon, on n'y est pas encore, de toute façon, la technologie n'est pas encore prête. Donc là, l'idée ici, ce sera donc plutôt de la produire sur place, parce qu'en fait, c'est un peu la seule solution. Donc les idées que j'ai sur ce que j'ai perçu, c'est qu'il y a, voilà, il y a un certain nombre de choses. Donc c'est vrai, il y avait l'idée de biochar, effectivement, là je ne reviens pas dessus, je ne suis pas un spécialiste. Mohamed est beaucoup plus spécialisé que moi sur le sujet. Et effectivement, donc voilà, tu le ramènes, mais c'est des petites quantités, donc du coup ça peut se gérer là du coup sur du transport, hein, effectivement, le biochar. C'est très intéressant parce que ça fait effectivement de la capacité d'échange cationique, ça va aider le sol à retenir les éléments minéraux, donc c'est très très intéressant sur un sol sableux comme ici qui n'a pas cette capacité-là, clairement, pas du tout. Donc ça c'est intéressant, mais ça ne va pas tout faire parce que voilà, ça va surtout aider à faire un peu de CEC là où il n'y en a pas, mais voilà, ce serait important d'avoir vraiment des choses qui vont stimuler l'activité biologique. Les sources de matière organique que l'on a, qui sont présentes, il y a déjà le palmier. Le palmier, il nous offre quand même pas mal de choses. Pas mal de choses qui sont souvent perçues comme des déchets, genre les palmes qu'on va élaguer, comment on appelle, voilà, les régimes de date, voilà, je ne sais pas quel est le nom technique pour la base du régime, voilà, ceux qui portent la date, là, une fois qu'on a récolté les dates. Voilà, donc déjà avec ça, rien qu'avec ces deux-là, on a une source de matière organique. Alors, elle serait à chiffrer, je ne connais pas. 25 kg par palmier par pour les régimes ou pour les palmes? Pour le tout, 25 kg par palmier par an. Donc il faudrait voir, sur un hectare, on a combien de palmiers? Tu peux aller jusqu'à 200 palmiers. 200 palmiers hectare, d'accord. Donc 25 fois 200, 50, ça fait 5000, 5 tonnes par hectare et par an. C'est pas énorme, mais bon, c'est déjà un début. C'est déjà un début. Donc ça veut dire qu'en plus, c'est quelque chose qu'on va, c'est autoproduit, l'hectare autoproduit une partie de sa fertilité, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Il va falloir compléter avec d'autres choses, mais ça peut vraiment être un début. Alors, petite précision pour ça, si vous voulez avoir des broyeurs pour faire ça, ce sera des broyeurs à fléau ou marteau. Pas de couteau pour ça. Le couteau, ça va bourrer, ça va pas fonctionner. Donc voilà, broyeurs fléau, marteau, voilà, des choses qui vont écraser, qui vont éclater la fibre. Pas des choses qui vont la couper, parce que ça va pas fonctionner. Sur le palmier, ça fonctionne pas. C'est ça, c'est trop fibreux pour les couteaux. Donc ça c'est très important. Bon, c'est vrai d'une façon générale pour tout ce qui est vert, d'une façon générale, mais particulièrement même pour tout ce qui est palmier ou pour d'autres plantes. Voilà, j'ai vu qu'à côté du terrain de Mohamed, on a les phragmites. Enfin, vous avez des phragmites. Alors moi j'appelle ça plutôt des cannes en France. Ça ressemble beaucoup à la canne de Provence, hein, cette espèce de graminée géante que l'on voit. Donc je ne sais pas quelle est la productivité que ça peut avoir, mais ça en jouant en Camargue, par exemple, qui est une zone très humide dans le sud de la France, sous climat méditerranéen, ça peut atteindre 20 tonnes, voire plus, 20 tonnes par hectare et par an de ça. Donc voilà, c'est des bonnes productivités. Là aussi, ça peut être assez intéressant, voilà, en marge d'une exploitation, d'avoir ça pour pouvoir récolter ça et de pouvoir le broyer. Là, pareil, c'est bien, la contrainte va être la même. Ça, il faudra plutôt un broyeur à marteau, un broyeur à couteau. Ça pourrait le faire, mais alors on va bousiller les couteaux en moins de temps qu'il en faut pour le dire, quoi. Donc voilà, là aussi le broyeur à fléau ou à marteau sera beaucoup plus pertinent qu'un broyeur à couteau. Donc là voilà, déjà avec ça on a, on va dire, un espèce de BRF. Alors les puristes du BRF me diraient non, c'est pas du BRF, c'est vrai. C'est vrai. C'est des herbes broyées en fait, voilà, des herbes ligneuses broyées on va dire, mais on s'en fout. Alors BRF, pardon, merci. BRF, bois raméal fragmenté. Donc alors je ne veux pas rentrer dans les détails de la définition. Pour moi, le BRF, c'est la branche broyée. Alors si tu vas sur Internet, tu vas trouver plein de restrictions, qu'il ne faut pas de résineux, qu'il ne faut pas de noyer, qu'il ne faut pas de peuplier. Et des fois, d'un site à l'autre, ça va se contredire, qu'il faut broyer avec des couteaux, qu'il faut broyer quand il n'y a pas de feuilles.
Alors là, tout ça, moi je vire, parce que de toute façon, si on fait tout ça, on fait jamais rien. Et puis en plus, ces restrictions n'ont pas de justification scientifique établie. Donc voilà. Donc pour moi, c'est de la branche broyée. Vous avez du pin d'Alep, vous prenez du pin d'Alep. Vous avez du palmier, vous prenez du palmier. Vous avez de l'eucalyptus, vous prenez de l'eucalyptus. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Voilà. Il faut un broyeur par contre. Voilà, faut un broyeur. C'est le défaut, c'est qu'il faut un broyeur. Alors après, effectivement, on peut imaginer. On a des systèmes, par exemple, il y a un système traditionnel en France, je ne sais plus avec qui j'en parlais hier là, qui est les chemins creux. En France, on a ce qu'on appelle les chemins creux. C'est assez curieux. On voit qu'il y a des chemins qui sont plus bas que les champs qui sont autour. Ils sont creux. Pourquoi ils sont creux? Pourquoi les gens sont amusés à creuser le chemin? Et en plus, l'eau, elle va s'infiltrer. En fait, il y avait une raison. C'est que les gens, ils élaguaient les haies ou les arbres fruitiers pendant l'hiver, ou à l'automne plutôt. Ils mettaient ça au milieu sur le chemin. Les chevaux, pendant tout l'hiver, piétinaient ça, le mélangeaient à du crottin. Et au printemps, ils prenaient leur pelle et ils mettaient ça sur les champs qui étaient autour. Voilà, compost naturel. Et du coup, ça baissait forcément le niveau du chemin et ça faisait des chemins creux. Voilà, donc voilà, il y a des moyens aussi de faire ça sans broyeur. Mais c'est vrai que voilà, ça demande, c'est plus long, c'est pas les mêmes quantités, c'est sûr. Hein. C'est vrai que le broyeur peut nous aider si, voilà. Il paraît qu'en énergie, en Algérie, l'énergie est surabondante. Alors, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas en profiter. Tant mieux, c'est vrai qu'en France, c'est pas le cas. C'est vrai qu'en France, on bute vraiment sur un problème avec ça, quoi. Bon, pour l'instant, vous, en Algérie, vous avez peut-être profité d'avoir de l'énergie, peut-être pour vous en servir pour reconstituer des sols. Ça peut être une bonne utilisation des énergies fossiles, justement, tant qu'il y en a. Et voilà, donc déjà, voilà, le palmier, les cannes, éventuellement, peuvent être des sources de matière organique intéressantes. On a aussi les arbres, puisqu'on est dans toute la logique BRF. Voilà, il y a des arbres qu'on peut donc boire et mal fragmenter. Hein. Donc on a toutes sortes d'arbres. Alors je vois beaucoup de philao qui sont plantés. Donc Casuarina, voilà, on connaît l'un ou l'autre souvent. Casuarina étant le nom latin du philao, c'est la même chose. Donc un arbre d'origine australienne, très adapté au sol salé, très résistant au vent, tout ça, qui pousse dans des sols, dans du pur sable, ça ne lui pose aucun problème. Donc voilà, un arbre très rustique, intéressant effectivement, pourquoi pas. J'ai aperçu d'autres choses. J'ai aperçu un peu d'eucalyptus. Effectivement, pourquoi pas. Alors c'est vrai que c'est pas très local, mais pourquoi pas. J'ai aperçu, c'est aussi des arbres qui poussent très vite. Alors j'ai entendu parler, puis j'en ai aperçu aussi à Timimoun des tamaris africains, qui sont assez grands, beaucoup plus grands que les tamaris que je vois en France. Pardon. Et ça pousse, voilà, et ça pousse bien, c'est ça, voilà, c'est ce que je vois. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie des candidats. En plus, c'est un arbre plutôt local, j'ai l'impression, le tamaris. Voilà, pourquoi pas, ça aussi. Voilà. Et après, effectivement, il y a la grande famille des acacias. Donc là, les acacias, c'est un immense genre là, où on va trouver, là aussi, je pense qu'il y a beaucoup exploré. Je pense qu'il y a aussi bien sur des acacias africains. Je pense par exemple à l'acacia nilotica, qui est un acacia qu'on trouve beaucoup dans la zone sahélienne. Pourquoi pas. Alors par contre, ça fait des épines. Ça peut être intéressant ou pas, suivant ce qu'on veut faire. Ça peut être très bien pour protéger les parcelles aussi, faire des haies vives, voilà, des barrières de haies vives, ça peut le faire. On peut avoir aussi, alors dans un autre style, des acacias australiens, du coup qui ont des feuilles d'eucalyptus, c'est assez curieux. Voilà, ils sont pas épineux, non, ils sont pas épineux ceux-là. Alors que les acacias africains, par contre, sont très épineux. Les acacias australiens sont pas épineux. Là, celui que je pense qui serait le plus intéressant ici, c'est Acacia holocericea, qui est un acacia qui a une durée de vie très courte, qui va vivre une quinzaine d'années. Il vit très peu de temps. C'est un arbuste, il ne monte pas très très haut. Par contre, c'est un des plus rustiques. Voilà, c'est un de ceux qui va demander le moins d'eau pour pousser. Donc c'est assez intéressant. Voilà, des acacias comme Acacia auriculiformis, qu'on voit beaucoup en Afrique tropicale pour faire du bois d'œuvre notamment. Je pense demande trop d'eau pour ici. Ce ne serait pas très intéressant. Donc pourquoi pas Acacia holocericea, on va voir, voilà, je pense que c'est un arbre qu'on a beaucoup planté dans les zones tropicales sèches, dans les zones sèches de l'Inde par exemple, ça a beaucoup été implanté. Donc je pense qu'on doit pouvoir trouver la semence assez facilement. Et après, ouais, bon, mon inspiration va plutôt venir du Sahel parce que c'est plus les zones que je connais, dans les zones sahéliennes, voilà. Donc pourquoi pas, je sais qu'un arbre qu'on va trouver énormément en zone nord sahélienne, c'est le Bananites aegyptiaca. Donc là, c'est un petit arbre épineux, ça peut ressembler vaguement à un petit acacia. Petit arbre épineux, il ne pousse pas forcément très vite, mais par contre, il est très rustique. Voilà, il faut vraiment supporter des conditions sèches, donc il ne va pas demander beaucoup d'eau pour pousser. Donc pourquoi pas aller sur du... le
Le Polonia, je ne sais pas, est-ce qu'il est adapté ici? Oui, c'est vrai qu'il pousse très vite. Il est adapté ici au climat, pourquoi pas? Moi, ouais, pourquoi pas. Glycéride, il y a quelque chose comme ça. Gliricidia sepium, effectivement, ça c'est un arbre qu'on va trouver plus en zone de savane, c'est effectivement, hein, qui pousse spontanément dans les savanes africaines. Pourquoi pas? Effectivement, il va peut-être demander plus d'eau qu'un arbre sahélien, mais bon, pourquoi pas? Non, je sais pas, à voir. Effectivement, là, voilà, c'est des idées, des idées à explorer, hein, de toute façon. Je pensais aussi parmi les arbres, voilà, parmi les arbres aussi qu'on trouve beaucoup en zone nord sahélienne, donc un truc qu'on trouve un peu dans toute la ceinture tropicale, mais jusque dans les zones les plus sèches, le Nîmes. Le Nîmes, donc c'est son nom latin, c'est, je sais plus, j'ai Azadirachta indica. Voilà, donc un arbre originaire de l'Inde. Donc voilà, je sais il y a des passionnés de médecine par les plantes ici. Donc voilà, c'est un arbre, voilà, c'est un grand arbre médecine, le Nîmes. Pour les biopesticides, non? Oui, voilà, on fait effectivement, voilà, on fait oui, voilà, on fait plein de choses. Déjà, effectivement, au niveau agronomique, on fait des biopesticides enfin avec l'huile de Nîmes, avec le tourteau de Nîmes, on fait des engrais. Voilà, déjà, il a des applications agronomiques directes déjà bien connues. Et voilà, la médecine ayurvédique l'utilise de mille manières pour la médecine, quoi. Donc c'est un arbre qui est potentiellement intéressant, qui pousse assez facilement. Il peut même être planté très serré sans problème, hein. Voilà, voilà, pourquoi pas. Donc ça peut être des choses à explorer. Après, il faudra trouver les semences pour pouvoir faire des pépinières. Je pense que voilà, je pense qu'il y a moyen. Il y en a, ça pousse. Le Mali, c'est pas si loin d'ici. Je pense qu'il y aurait moyen d'avoir des graines, je pense, de tout ça. Voilà. Et sûrement plein d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé. Voilà. Donc là, je pense que l'idée là serait plutôt de faire des haies que l'on va élaguer et que l'on va broyer. Du coup, on va les broyer, tu sais, comme BRF, hein. Donc, voilà. Quelle sera la productivité d'une haie en climat saharien? Je ne sais pas. Là, ça tout, je pense que j'ai pas de chiffre, je ne sais pas trop. Mais ça, voilà, si on a le broyeur, ça peut être vraiment intéressant de faire ça. Et aussi, une autre plante qui peut être intéressante, c'est les combretacées aussi, qu'on trouve beaucoup aussi en Afrique tropicale sahélienne. J'ai plus tous les noms en tête. Voilà. Dans la famille des combretacées, il y a sûrement des choses à chercher aussi là-dedans. Des plantes très rustiques aussi, ouais, qui pourraient être adaptées. Ouais, pardon. On peut compenser ça en faisant des haies avec des plantes mellifères. Oui, voilà. Mais voilà. Après, effectivement, la haie, c'est multifonctionnel. Donc là, c'est vrai que je me focalise sur la production de bois pour la fertilisation pour l'amélioration de la fertilité, l'amendement plutôt des parcelles. Mais effectivement, après la haie, c'est multifonctionnel. Elle va faire coupe-vent, elle va accueillir des pollinisateurs, elle va faire plein de choses. Voilà. Il y a plein d'aspects qui sont très intéressants. Elle va aussi produire du bois de chauffage éventuellement, produire du bois d'œuvre, pourquoi pas. Voilà. Moi, ce que je trouve qui serait intéressant, c'est d'aller explorer le mélange des espèces. C'est vrai que là, aujourd'hui, toutes les haies que je vois, c'est du filao monospécifique. Alors je ne dis pas qu'il faut enlever le filao, je pense que ça pourrait être intéressant de faire des haies qui mélangent tout ça. En plus, même pour l'effet coupe-vent, rien que pour l'effet coupe-vent, si vous avez des arbustes mélangés à des arbres plus grands, vous aurez un bien meilleur effet coupe-vent qu'en n'ayant qu'une seule espèce d'arbre. Même si le filao a l'avantage d'avoir des branches vraiment depuis le ras du sol jusqu'en haut, ce serait mieux de diversifier aussi cet aspect-là. Donc là, voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à explorer là-dessus. Voilà, on a beaucoup d'arbres très rustiques sur la planète, hein, voilà, notamment d'origine australienne ou d'origine sahélienne. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à chercher à ce niveau-là. Après, l'autre approche, ça va être vraiment qu'est-ce qu'on va faire sur les parcelles cultivées. Donc là, je vais plus me focaliser sur les parcelles de maraîchage. On a beaucoup parlé du dattier hier, mais effectivement, donc là, dans le système oasien et notamment dans celui qui est développé par Mohamed, on a vraiment une grosse part qui est donnée au maraîchage. Au maraîchage ou aux cultures, enfin en tout cas aux cultures herbacées, je dirais aux cultures annuelles qu'on va cultiver sous les palmiers, ça peut être aussi des céréales. Effectivement, certaines plantes, on va pouvoir chercher des plantes qui vont ramener beaucoup de résidus après la récolte. Effectivement, les légumes, ce n'est pas les meilleurs de ce point de vue-là. Les céréales, c'est déjà bien meilleur, à condition qu'on n'exporte pas la paille. Mais effectivement, si on fait une orge ou un blé, effectivement, si on le récolte, si on récolte juste le grain, on peut laisser après la paille au sol, ça fait un apport de carbone. Alors certes, c'est un apport très carboné, on a très peu d'azote dedans, donc il faudra quand même voir pour apporter l'azote d'une autre manière, mais ça va aider, voilà, à fertiliser, enfin à amender le sol. Voilà. Mais les légumes après sont pas très bons. C'est vrai que la tomate ramène un peu de matière, mais c'est pas énorme. On a d'autres plantes, les choux ramènent un peu de matière, mais souvent voilà, la plupart des légumes ramènent peu de matière au sol. Donc c'est pas les meilleurs candidats. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est implanter des intercultures.
d'interculture, des voilà, couverts végétaux, engrais verts, appelez-les comme vous voulez. Alors, j'aime pas trop le mot engrais vert parce que ça focalise sur la fertilisation, alors qu'en fait, l'effet d'un engrais vert, c'est pas vraiment de fertiliser, c'est beaucoup plus d'amender. Il va structurer le sol avec ses racines, il va envoyer du carbone dans le sol, il va amener du carbone aussi par ses parties aériennes, il va éventuellement fixer de l'azote, mais je dirais que ça c'est la cerise sur le gâteau. Il va protéger le sol, il va mettre le sol à l'ombre. Voilà, il va avoir toutes sortes de rôles, mais finalement pas tellement un rôle de fertilisation, mais en tout cas un rôle d'amendement qui va être extrêmement important. Et là, du coup, c'est une plante qu'on va faire pousser pour la restituer entièrement au sol. Là, l'idée, c'est pas de la récolter pour aller donner aux bêtes. C'est pas du fourrage. Hein. C'est vraiment une plante qu'on va faire pousser et qu'on va détruire souvent en verre. Ce qui est intéressant de détruire en verre, c'est que ça va être plus dynamique au niveau de la dégradation dans le sol. Hein. Bon, ça va pas se dégrader très lentement comme les BRF ou comme la paille dont on a parlé avant. Donc voilà, donc c'est assez intéressant d'avoir cette dynamique-là. Et là, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, de ce que j'ai entendu, on est sur un cycle de 8 mois de culture. J'imagine que les 8 mois, c'est à peu près de septembre-octobre jusqu'à avril-mai, c'est ça, ouais, c'est ça, voilà. Donc voilà, la période estivale, il fait trop chaud, voilà, on arrête. Voilà. Donc, le problème qu'on va avoir ici, c'est que du coup, il va falloir continuer d'irriguer parce qu'ils ne vont pas pousser sans l'eau d'irrigation. J'ai l'impression qu'on peut à peu près rien faire ici. Donc, on ne peut pas compter sur la pluie. Donc, il va falloir quand même irriguer pour que ça pousse. Donc, il va falloir aller sur des plantes quand même pas trop gourmandes en eau. Voilà, pour pas trop pomper dans la nappe fossile qui est, on l'a vu hier, qui est déjà quand même pas mal surexploitée. Donc, aller sur des cycles peut-être de 2 mois au sein des 8 mois, là on va peut-être trouver de temps en temps 2 mois auxquels on peut ça et là rajouter une interculture. Ça peut être différentes choses. On peut aller sur des plantes, par exemple plutôt des légumineuses qui vont pousser rapidement, qui vont faire de la biomasse, légumineuses ou autres d'ailleurs, qui vont faire de la biomasse herbacée qu'on va détruire en verre assez rapidement. Je pense à des plantes comme les trèfles annuels, trèfle de Perse, trèfle d'Alexandrie. Je pense que ce seraient des bons candidats ici. Je pense par exemple à des crucifères comme le radis chinois, comme les moutardes, hein, moutarde blanche, moutarde noire, peu importe, moutarde d'Abyssinie, voilà, il y a différentes espèces. Pourquoi pas du radis fourragé, j'ai pensé à la navette aussi, mais elle a un cycle un peu plus long, la navette, c'est peut-être moins intéressant. Même si elle est très très rustique, ce qui peut être bien. Mais voilà, donc plutôt sur effectivement donc des trèfles, plutôt sur des cycles d'été, enfin sur des cycles d'été. Cycle d'été quand on est en pays intempéré, je veux dire. Donc des trèfles qui aiment la chaleur, je veux dire. Donc trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, et puis différentes crucifères, je pense qu'il faudrait bien la faire. Pourquoi pas des graminées, mais elles ont des cycles souvent plus longs, donc je suis un peu hésitant. Voilà. Ou peut-être, alors je n'ai pas trop d'expérience dessus, mais peut-être des graminées plus d'origine tropicale comme du moa, peut-être, je sais pas. Ou sinon, en graminées, ce qui va être vraiment intéressant, c'est les graminées géantes tropicales qui vont faire énormément de biomasse. Il y a déjà des essais d'ailleurs chez Mohamed avec du sorgho teinturier, j'ai vu. Je ne savais même pas qu'il existait des sorgho teinturiers. Voilà, donc effectivement, le sorgho, c'est des plantes qui peuvent monter facilement à 2. Ça, c'est un sorgho nain, 2 mètres de haut, c'est un sorgho nain. Hein. Voilà, 3 mètres, 4 mètres. J'ai déjà vu je me souviens au Bénin avoir vu des champs juste avant la récolte, avec des champs de maïs à côté des champs de sorgho. Le maïs a l'air d'une plante naine à côté. Pourtant, le maïs, c'est déjà quand même une plante qui a de la biomasse. Voilà, certains sorghos peuvent monter à 4 mètres de haut. Après, il y a plein de variétés de sorgho avec des cycles différents. Voilà. Donc, voir lesquels seraient le plus adaptés, là, je pense qu'il y a des essais à faire. Ou pourquoi pas aller carrément sur une plante encore plus rustique et très proche, qui a les propriétés similaires, qui est le mil. Le mil, voilà, que là aussi, on a des centaines de variétés de mil. Vous allez en zone sahélienne, vous allez au Niger, vous allez au Burkina, vous allez au Mali, vous avez des centaines de variétés de mil. Donc là aussi, il y a certainement des choses avec des cycles qui peuvent être très courts. Voilà. Pourquoi pas? J'ai pas d'expérience avec le cartam. Pourquoi pas? C'est vrai que ça fait beaucoup de biomasse. Ouais. Je ne sais pas quelle est la longueur de son cycle, parce que là, il faut quand même des cycles courts pour qu'on puisse l'intercaler dedans. Donc voilà. Alors, ce couvert-là, il va être très intéressant. Donc non seulement parce qu'il va permettre de produire du carbone, de fixer, de créer du sol, mais aussi, là, il y a aussi dans votre situation un enjeu extrêmement important, c'est le sel. C'est qu'on a vu hier clairement chez Mohamed, on le voit dans la cour ici, là juste derrière moi, on voit que dès que de l'eau s'évapore à l'air libre, ça dépose du sel. Un dépôt blanc, il arrive quasiment tout de suite. Donc ça, c'est un gros problème. Hein, pour rappel, pour info, je sais pas, la Mésopotamie qui a été le premier grenier à blé du monde,
ben, on pense qu'elle s'est stérilisée à cause de ça, à cause de la salinisation des sols par l'irrigation. Alors bon, bien sûr, c'était il y a 3-4 000 ans, bon, ben là, ils n'avaient pas les connaissances qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas leur en vouloir, mais voilà. Ce serait quand même dommage de répéter les mêmes erreurs aujourd'hui, et pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, et pas qu'ici, hein. C'est ce qu'on fait en Australie, c'est ce qu'on fait en Espagne, c'est ce qu'on fait au Mali, voilà. Des cas de salinisation des sols, c'est encore très très commun, trop commun, alors qu'on a quand même des connaissances. L'idée là, c'est qu'on est... La tendance, ce qu'on devrait tendre vers, c'est 0 g d'eau qui s'évapore au niveau du sol. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. L'idée, ce serait vraiment que toute l'eau qui passe du sol à l'atmosphère passe par une plante. Alors elle peut passer par le palmier, elle peut passer par les cultures de tomates, de salades ou autres, ou de blé, peu importe, ou passer par ces couverts-là. On a vu clairement hier, j'ai vu clairement, c'est vrai que voilà, ça peut, si vous avez l'occasion d'observer, voilà, on voyait clairement sur les bassines, enfin les crêtes, voilà. Dès que de l'eau s'écoulait sur les rebords des zones de maraîchage, on voyait qu'il y avait des dépôts de sel. Si on écarte les plantes de carottes, de luzerne, voilà, qu'on voit pousser, quand on regarde le sol, on voit qu'on n'a aucun dépôt de sel. Parce que là, du coup, dans ces endroits-là, le sol est parfaitement couvert et du coup, l'eau passe dans les plantes, passe dans les carottes, passe dans la luzerne. La plante récupère les sels minéraux pour elle, évapore l'eau, et du coup, évapore juste de l'eau, et on n'a pas de dépôt sur le sol. Donc, on n'a pas de salinisation. Et en plus, quand la plante est retournée au sol, ou en tout cas les parties de la plante qui sont retournées au sol, vont faire entrer tous ces éléments minéraux qui peuvent nous pourrir la terre s'ils sont sous forme minérale, va les cycler sous forme organique, et donc les faire entrer dans le cycle du vivant. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, aujourd'hui, cette notion de couverture des sols, alors effectivement avec des amendements divers et variés, c'est intéressant. Avec des plantes, c'est aussi très intéressant et c'est indispensable. Les mulches vont nous aider à réduire l'évaporation, mais attention, ça ne fait pas tout, hein. Même si vous mettez 5 cm de BRF sur un sol, il y a un moment où ça va sécher et où de toute façon l'eau elle va quand même finir par s'évaporer à travers ce mulch. Donc ça ne va pas tout faire. Donc c'est important d'avoir vraiment les deux aspects, la plante vivante et le mulch. Après tout ça, on peut le compléter avec de l'élevage éventuellement. Voilà. Je pense que ça paraît compliqué dans le contexte ici de n'amender le sol qu'avec du fumier. Mais on peut tout à fait, effectivement, nos cultures de luzerne, s'en servir pour nourrir du bétail, des moutons, récupérer le fumier, et puis ensuite épandre tout ça. Ça va venir compléter cet amendement-là avec des amendements en plus, avec un faible rapport carbone-azote, donc du coup des choses qui vont fertiliser la culture. Voilà. Donc ça c'est quand même des choses assez intéressantes qui vont compléter tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Même si on est, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut espérer avoir comme quantité de fumier, peut-être quelques tonnes hectares, j'imagine, peut-être 1 ou 2 tonnes hectares, je ne pense pas qu'on puisse avoir des quantités phénoménales, je ne sais pas si tu as des données là-dessus. Ouais, attendez, ouais. Ouais, ok. Voilà, je pense pas qu'on puisse avoir 20 ou 30 tonnes hectares, voilà. Voilà, je pense pas qu'on puisse atteindre de grosses productions, mais voilà, ça viendra compléter tout ce qu'on a dit jusqu'avant. Après, une autre question sur ces apports, là c'est vrai que je vous ai plutôt parlé d'apports qu'on va amener en frais. On va dire, pas en frais, donc directement. On va broyer nos plantes, on va broyer nos arbres, nos branches, etc. On va ramener nos engrais verts, on va les ramener directement sur le sol. Donc là, c'est des matériaux qu'on utilise frais. Effectivement, on pourrait tout à fait envisager d'avoir un compost aussi. Alors le compost, là aussi, je vous invite à ne pas foncer tête baissée dedans. C'est quelque chose qui peut être très intéressant. Ça va être intéressant parce que ça va baisser le rapport carbone-azote, hein, donc ça va enrichir en azote, donc ça va appauvrir en carbone, plus exactement le matériau. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui va être un peu plus fertilisant que le matériau de départ, qui souvent est très carboné. Pourquoi pas? Ça va donner un matériau plus virulent, qui est plus facile souvent à manipuler, à épandre, à transporter si besoin. Voilà. Donc ça va faire quelque chose qui va faire un peu un lit de semence, dans lequel c'est assez facile de semer, de faire des semis en pépinière par exemple. Voilà. Donc il a des intérêts, mais ces intérêts, voilà, il faut bien les identifier. Donc il y a des cas où ça va être intéressant d'utiliser du compost. Par exemple, voilà, pour faire un semis, voilà, des semis en godet, voilà, avant repiquage, ça sera très bien d'avoir du compost pour ça. Par contre, pour amender le sol strictement, ça me paraît moins indispensable. Pourquoi pas? Peut-être si ça va nous permettre d'aider au début. Il y a un cas où ça va être intéressant, parce qu'on est sur des sols avec une très faible activité biologique. Si on prend des composts jeunes, attention, des composts jeunes, hein, là c'est important, pour les semis en godet, ça va être des composts mûrs. Si on prend des composts jeunes pour amender le sol, ce qui va être très intéressant, c'est qu'ils vont avoir incubé des micro-organismes, et donc on va pouvoir inoculer ces micro-organismes dans le sol. Tu dis jeune,
Alors ça va dépendre de la vitesse à laquelle. Disons, si tu obtiens ton compost mûr en 2 mois, tu vas prendre un compost jeune au bout d'1 mois par exemple. Ça va dépendre de la durée de compostage totale. Je ne sais pas en combien de temps on composte ici. Voilà. Oui, par exemple, la moitié du temps. Voilà. Quand on commence, voilà, quand tu commences, tu vois plus vraiment les structures des matériaux, mais voilà, ils commencent à être bien déstructurés. Mais par contre, le processus est encore en cours. Disons, c'est quand tu as monté, tu as passé la phase thermophile et ça commence à baisser. Voilà, tu commences à revenir à une température un peu plus basse. Voilà. Donc à ce moment-là, tu as un compost jeune qui a beaucoup d'activité biologique. Si tu prends un compost mûr, au contraire, le compost mûr, il commence à être c'est pas que c'est trop chargé, c'est qu'il est de moins en moins actif. En fait, toutes les matières qui sont facilement consommables ont disparu. Dans le compost jeune, elles sont encore un peu présentes. Et donc, du coup, ça va être intéressant dans des situations comme la vôtre où vous n'avez pas d'activité ou très peu d'activité biologique dans le sol. Et effectivement, après, on pourra amener d'autres choses. Alors, je pense qu'ici, on est dans une situation où ça va être intéressant d'inoculer avec des mycorhizes, par exemple. Voilà. Souvent en France, je suis très hésitant parce qu'on a des sols qui sont déjà riches. Donc la mycorhize, c'est une symbiose entre des champignons et les racines des plantes. Donc là, la plupart des plantes que vous avez ici sont concernées par ça, à quelques exceptions près, qui sont tout ce qui est choux, navets, voilà, la famille des brassicacées et la famille des amaranthacées avec les blettes, les épinards. Voilà. Ça, c'est les deux seules familles qui ne sont pas concernées, qui n'en forment pas, qui se sont émancipées de la nécessité de faire la symbiose, plus ou moins. Et voilà, donc les mycorhizes, que ce soit sur le palmier, que ce soit sur les tomates, le blé, le sorgho, etc. La plupart des plantes de couverture forment des mycorhizes. Donc, alors, il est probable qu'il n'y en ait pas dans le sol, ou très peu dans le sol, quand on commence à travailler. C'est à vérifier ce que je dis. Je dis voilà, c'est pour ça que je suis prudent sur les affirmations. Voilà, ça vaudrait le coup de faire peut-être une analyse. Est-ce qu'il y a des spores de mycorhizes dans ce sol-là ? Peut-être qu'il y en a, peut-être que je suis un peu naïf, que je me dis il y a peut-être des processus qui permettent à ces spores d'arriver, je ne sais pas par quelle manière, parce que c'est vrai qu'on a quand même des palmiers depuis longtemps ici, donc peut-être qu'il y a déjà des spores qui sont présents. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait être intéressant d'en amener. En effet, ça se fait beaucoup aujourd'hui, de plus en plus, d'inoculer la mycorhize pour améliorer. Et là aussi, on a un enjeu au niveau de la consommation en eau. On en a beaucoup parlé hier de ça. Voilà, la consommation en eau, une plante mycorhizée consomme beaucoup moins d'eau qu'une plante non mycorhizée parce que la mycorhize est beaucoup plus fine que la racine et est capable d'aller chercher l'eau dans une porosité très très fine à laquelle la plante n'a pas accès. Donc vraiment, la mycorhize serait aussi une aide pour économiser l'eau. Alors après l'idée, voilà. Moi, je ne suis pas fan d'aller inoculer tous les ans. Hein. Voilà, l'idée, c'est qu'après, on amène des mycorhizes une fois, et puis après, on les cultive, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on emploie des pratiques culturales qui permettent de continuer à ce qu'elles continuent à se développer sur place. Hein. Voilà, donc, qu'on ne se rende pas dépendant d'un nouvel engrais, quelque part, enfin, d'un nouvel intrant. Quoi, voilà, L'engraissement par des poissons, des bassins. Voilà, et pourquoi pas, et ça aussi ça fait partie bien sûr, ça fait partie des possibilités, pourquoi pas des poissons, là du coup ça va être vraiment de l'engrais. Hein. Effectivement, alors les Vietnamiens, dans un climat quand même beaucoup plus humide. De sa palmeraie, juste à son voisin, il a 3 bassins de tilapia. Et son sol est extraordinaire. Ouais, c'est ça, oui, bien sûr, mais ça, là du coup, effectivement, on amène du carbone et on amène aussi en plus beaucoup d'azote, donc du coup on va fertiliser les cultures. Alors après, c'est ça peut être une très bonne solution. Hein. De toute façon, souvent, comme je dis, la meilleure matière organique, c'est celle qu'on trouve gratuitement sur la parcelle. La deuxième meilleure, c'est celle qu'on trouve pas chère juste à côté. Voilà. Et après, le reste, on s'en passe. C'est à peu près ça. Donc, est-ce que... Ouais. Alors, le biostimulant, c'est-à-dire quand tu inocules, une bactérie, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Les mycorhizes, par exemple, mais même un compost jeune, c'est un biostimulant quelque part. C'est ça. Après, tu as plein t'as plein de marques. Après, je suis pas VRP d'une marque en particulier, donc voilà, il y a plein de produits. Je sais qu'en France, on trouve plusieurs entreprises qui proposent. Qui vient de démarrer. D'accord, voilà. Donc, écoute, pourquoi pas. Sa base de volaille, ils l'ont mycorhizé. D'accord. Ah oui, c'est la mycorhize du coup. Oui. Ouais, mais très bien, voilà. Mais très bien, voilà. Si vous avez des entreprises locales qui font ça, c'est génial. Hein. Voilà, donc un petit peu toutes les pistes qu'on peut avoir pour cultiver donc, un sol qui va tendre vers plus de vivant, parce que voilà, puisqu'on part de pas grand chose. Après, il y a toute la notion de fertilisation, parce qu'on est beaucoup sur le carbone, mais pour que le système fonctionne, il va falloir qu'on ait de la fertilisation.
Aussi, ben voilà. Donc là, je sais que Mohamed, tu fais déjà des choses intéressantes avec tes décoctions tes décoctions de ce type de palmier, de fibres de palmier, voilà. Donc pourquoi pas, c'est une piste. On pourrait être sur le même genre, pourquoi pas, avec des décoctions de luzerne, hein, puisque en plus tu en as de la luzerne, voilà, de faire, voilà, de faire macérer de la luzerne, du coup avoir des choses probablement encore plus azotées avec ça, qui vont vraiment stimuler. Pourquoi pas, si tu accueilles des gens, tu récupères toutes les urines, hein. Tu leur demandes tu leur montres un bidon là, hein, et tu stockes tout ça et tu utilises tout ça directement. Voilà. Alors si effectivement au niveau culturel, je sais qu'en pays musulman, c'est pas toujours évident de parler de l'urine. Si ça pose un souci, une difficulté, ou après pour la commercialisation des produits ou quoi, le truc, ça peut être de la mettre sur les engrais verts. Comme ça on ne les cultive pas, et comme ça, eux, ils restructurent l'azote. Et puis ensuite, on fauche tout ça et on le dépose, sur les. Sur les... Est-ce qu'il vaut mieux passer par une intermédiation de biochar quand on compose de telle façon que les biochars soient imprégnés et gardent les bons principes actifs, enfin est-ce que c'est une stratégie Tu veux dire que d'y aller directement? Pour composter avec le biochar pour réduire le lessivage. Oui, d'une C'est part ça, réduire le lessivage et permettre au biochar d'être un réceptacle des éléments minéraux, quoi. C'est ça, des éléments minéraux, ce qui leur permettra de rester dans le sol plus longtemps au lieu d'être lessivé trop rapidement. Alors de toute façon, oui, je pense de toute façon le biochar dans le sol, je pense que ça va être intéressant, vu le contexte de sol purement sableux, parce qu'en fait quand on l'a touché, c'est vraiment c'est 100% de sable, hein, quasiment. Voilà, j'ai même pas senti de limon là-dedans, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. On est quasiment que sur du sable. Donc oui, je pense que le biochar, alors qu'il soit intégré au compost ou qu'il soit utilisé directement au sol, dans les deux cas, à mon avis, il est intéressant. Le biochar, c'est un amendement qu'on rajoute avec d'autres amendements. C'est ça. Ouais. Pour l'activer. C'est ça. Et c'est les autres amendements qui vont se greffer sur le biochar. Parce que le biochar, quand on le voit au microscope, des alvéoles, c'est des pores, des chambres. Voilà, des chambres. Et un des éléments qui m'a dans différents amendements, elles viennent, sont retenues au niveau des spores. Donc il y a une fixation, c'est comme une éponge. Et après, il libère. C'est ça. Et c'est là c'est-à-dire le rôle, le bénéfice du carbone écologique, c'est la stimulation des micro-organismes. C'est ça. Mais c'est ça. Après, il va. La capacité de rétention, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est très importante, bien sûr, c'est sûr. C'est ça. Non, je pense que le biochar a un rôle à jouer ici. Voilà. Il a un rôle à jouer ici parce qu'on a besoin d'amorcer un système. Voilà. C'est exactement comme tous les inoculats différents, divers et variés. Hein, voilà. Et ça va être intéressant pour amorcer un système. Si je parlais du compost jeune, si on amasse un compost jeune dans un sol qui est déjà vivant, ça ne va rien apporter de plus. Voilà. Donc je pense que ça va être intéressant. Tout ça, ça va être intéressant pour amorcer le système. Après, par contre, le carbone, ça va être intéressant de continuer à l'amener dans la terre parce qu'il y a besoin de. Voilà, il y en aura besoin parce que de toute façon, il va se minéraliser. Dès qu'on irrigue, on est en conditions chaudes, humides, donc très favorables à la minéralisation. Et donc, on va détruire la matière organique assez rapidement. Donc, pour l'information, le biochar a été homologué en 2005 par l'agriculture. Il y avait le ministre, il s'appelle Le Foll, là. Oui, Stéphane Le Foll. Donc, hydro-rétenteur. Aussi, oui, effectivement, oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Mais c'est ça. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un bon restructurateur. Bien sûr, c'est ça. Mais c'est ça. Du coup, ça, en fait, on a plein d'outils et je pense qu'il faut alors utiliser tous ces outils-là parce que c'est pas du luxe. Hein, effectivement, tu as parlé du biochar, on a parlé des systèmes racinaires. Tous les systèmes racinaires vont être intéressants. Tous les amendements vont être intéressants. Tous les inoculants, voilà. Tout ça, je pense qu'on a besoin vraiment de tout parce qu'on doit reconstruire un sol. Et on ne veut pas mettre 100 ans pour le reconstruire. Non. C'est ça. Voilà. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut amener un peu tout ce qu'on a. Voilà un peu toutes les idées que j'ai eues en venant ici, en observant le milieu. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques sur ça. Vas-y. Sur la partie captation d'eau, j'ai vu qu'il y avait des systèmes dans les milieux désertiques avec des filets qui permettaient de capter la rosée. La rosée, ouais. Est-ce que ça a du sens d'avoir ce genre de prélèvement? Vu à quel point l'eau est un dossier sensible, je dirais que oui, hein, je pense que ça vaudrait la peine. Oui, absolument. Donc ça fait partie. Parce
Parce qu'on pourrait imaginer au milieu des palmiers des filets qui permettent de capter. C'est ça. Et puis ce qui est super intéressant en faisant ça, alors j'ai pas d'expérience personnelle là-dessus, mais ce qui est très intéressant, c'est que tu amènes une eau déminéralisée. Donc là, tu salinises pas tes sols avec ça. Et ça, c'est très intéressant. On a parlé de, enfin un petit peu parlé, mais pas assez, les semences. Ouais. On va générer donc des matières lumineuses, etc. Comment on gère le développement de cette activité de semences qui peut profiter aussi à d'autres agriculteurs à partir d'une production qui aura atteint un niveau maximal de production? Ben, après, de toute façon, chaque agriculteur peut faire le choix ou pas de développer sa propre semence, de sélectionner sa propre semence. Donc du coup, ben, alors ça va peut-être être compliqué de faire ça sur tous les légumes, mais c'est vrai que sur des légumes, voilà, pourquoi pas sélectionner ses propres variétés de tomates en les adaptant aux lieux, ses propres variétés de choux ou autres. Hein, voilà, ça peut, hein, c'est tout à fait. On doit l'intégrer au-delà de la propre parcelle, parce qu'il faut semencer régulièrement. Mais est-ce que ça a un sens d'intégrer ce type d'activité parmi toutes les activités? Alors ça a un sens. Après, il faut quand même voir que le travail du semencier, c'est un travail à part entière, et très spécifique. Et c'est ça. Et d'ailleurs, voilà, je crois que quelqu'un hier a parlé, il me semble que c'est hier, a parlé de Pascal Pot, par exemple, qui fait un excellent travail en zone méditerranéenne. Voilà. Mais quand on me parle de lui, je dis attention, c'est un semencier, c'est pas un maraîcher. Voilà. Donc il n'a pas les mêmes exigences. Hein. Pour revenir un petit peu sur ce que dit votre avis, si on est sur une orientation maraîchère, ce que tu viens de dire, c'est parfait. Maintenant, effectivement, multiplier des semences, c'est un métier. C'est un métier, entière, absolument. ça n'a rien à voir. Absolument. Mais on peut aussi utiliser, on peut imaginer utiliser les systèmes oasiens comme des pépinières semencières pourvu qu'elles soient orientées semences. Mais à ce moment-là, on est dans une optique de travail des sols, voire de préparation de planches, voire de pépinière qui est complètement différente. Mais ça peut être une activité de spécialisation. Bien sûr, c'est ça. C'est sûr que ça me paraît assez pertinent. Alors c'est bon, que chaque paysan récolte quelques-unes de ses semences, je pense que c'est bien. Mais c'est vrai qu'après, si on veut vraiment faire un travail sérieux sur la semence, voilà, c'est bien qu'on ait des semenciers. Voilà. Qu'on ait des gens qui soient spécialisés parce que c'est un travail à part entière, quoi. Et j'en connais, même dans le Massif central, je connais des gens qui sélectionnent des variétés adaptées au froid, par exemple, voilà, ou d'autres effectivement adaptées au sec. Justement, on parle des semences céréalières, etc., graminées. Pour les cultures maraîchères, il faut faire un travail de récupération du stock de semences. Nous avons perdu, les multinationales ont fait en sorte que les semences paysannes soient détruites, soient c'est remplacé par des semences hybrides et on est dépendant, tous les pays du monde sont dépendants Compris l'Algérie? Oui. Oui, bien sûr. C'est à voir. Parce qu'en réalité, la dépendance est à peu près au niveau de 40%. En gros. Encore 60% de non-dépendance, plus de 7500 semenciers dans le monde, des petits semenciers, au-delà des très grands groupes qu'on connaît tous, Monsanto, Bayer, etc. Mais bien sûr, la tendance est à l'OGM. Je suis d'accord avec toi. Aux hybrides. Tendanciellement. Je viens de sortir de 1 mois et demi d'une étude grosse comme ça sur les semences que j'ai faite pour le GRFI. Et ce qui sort de cette étude, c'est que globalement, on peut encore, pour les pays sous-développés, avoir une stratégie de développement semencière intelligente en intégration dans l'industrie de la semence mondialisée qui est très spécialisée et très mondialisée. C'est pas facile. Et c'est vrai que les grands groupes, ils ont tendance à tout écraser. Mais il ne faut pas non plus croire que les carottes sont cuites. C'est ça, oui. Et puis je vois aussi, par exemple, si on prend une variété de légumes, beaucoup de variétés de légumes vont avoir été sélectionnées pour les zones tempérées. Je pense par exemple aux variétés de choux. Le chou, il y a besoin d'un travail spécifique pour avoir des choux pour la zone tropicale. La luzerne de Timingou, Voilà. on a une luzerne ici dans la région, d'accord, qui est indigène à la région, qui est très intéressante. C'est ça. C'est ce genre de Bien sûr, semence qu'il faudrait avoir. Même l'haricot d'olique, petit haricot. C'est ça, oui, effectivement, le niébé, ouais. C'est C'est ça. il faut le développer. Voilà, Et c'est ça. Hein. Et c'est pareil, alors j'ai parlé plus dans la logique de couverts végétaux, mais j'ai parlé aussi des sorgho, des milles. Voilà, on a. L'orge qui est très intéressant. L'orge, voilà, oui. Alors, C'est une plante qui supporte un certain taux de salinité.
Effectivement, oui, en effet. Ouais. qui fait un couvert végétal. C'est ça. Et qui est Bien sûr. économique, certains. Mais c'est ça, Il y a mais aussi c'est ça. l'artichaut. Ouais, mais oui, effectivement, l'artichaut fait beaucoup de biomasse, là. Bien sûr. Et puis il supporte la salinité. Ouais. Et ça peut, Mais il survit l'été. Il peut avoir une précocité par rapport aux productions du Nord. Ouais. Mais il arrive à passer l'été, l'artichaut, ici? Parce qu'après, c'est un peu ça la question aussi. On peut aussi travailler avec des tunnels. Les tunnels pour des ombrières, ouais. Essayer de diminuer l'insolation. Ouais. des choses comme ça. Parce que là, quand on est dans des vivaces, ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'ils arrivent à passer la saison très chaude. Ouais. Dans les zones où tous les maraîchers, il y a une densité importante en palmiers. Oui, d'accord. Ok. Donc voilà, effectivement, donc là c'est intéressant, vous rajoutez des pistes, hein, c'est bon, c'est super, hein, c'est le but. Voilà, donc là je pense qu'à partir de ça, voilà, on peut participer à faire un système. Ouais. Tu avais une autre question peut-être, Louis? Ouais. Là, il est 10 heures. Ouais. J'ai une question, c'est-à-dire, en rapport, on a construit un sol, on est dans la ferme des Oasis ou bien une autre ferme, Ouais. dans un milieu, je veux dire, extrêmement agité. Donc, on a construit un sol, une planche de culture. C'est un sol qui est vivant. On teste par rapport au pH, par rapport à, on va dire, même l'humidité, par rapport etc., à un certain nombre de paramètres. Hein. Peut-être si on voit le fait de voir déjà des papillons, des oiseaux, peut-être encore ça sera mieux si on voit des vers de terre, parce que le vrai ingénieur, je crois que c'est le ver de terre. Je suis d'accord. Après, est-ce qu'on a déjà observé des vers de terre en zone saharienne? Je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est pas sûr. Non, il y a Ouais. des petits, mais ce n'est pas des vers de terre. Ouais. Ils sont mangés par les scorpions. Alors, donc là, la question c'est comment maintenir la fertilité du sol qu'on a construit. Donc, on a construit un sol. Parce que dans certaines régions, C'est ça, hein. effectivement, je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, Ouais, bien sûr. Hein. il y a une dégradation des sols. Bien sûr. Donc, les sols, c'est-à-dire, se dégradent par Bien sûr. Bien sûr, mais je la comprends. monoculture et se dégradent aussi par les changements climatiques. Tout à fait. Les changements climatiques jouent un rôle important sur la dégradation. Bien sûr. Après, C'est-à-dire la sécheresse, bien sûr. Alors, changement climatique, sécheresse, dégradation des sols. effectivement. Donc, voilà. Donc, mais alors, déjà, mais tout ce que j'ai dit pour construire un sol, il faudra certaines choses, en tout cas tout ce qui est amendement de fond, il faudra le maintenir sur le long terme, de toute façon. C'est ça, voilà. Tout ce qui est restitution des résidus, tout ce qui est restitution des palmes, restitution des tailles de haies, restitution. C'est ça, c'est ça. Alors voilà. Ensuite, si on a vraiment un problème de changement climatique, après, ça va être adapté à la génétique. C'est ça, parce que je vois par exemple, j'ai des témoignages de gens qui sont, je sais pas, au Bénin, dans des zones relativement humides, mais ils disent on n'arrive plus à cultiver, là il y a trop de sécheresse. Je dis ok, vous êtes au bord du golfe de Guinée. Les gens ils arrivent à avoir des récoltes, ils sont à Gao, ils arrivent à avoir des récoltes. Donc si vous prenez une génétique qui vient de 50 km ou de 100 km plus au nord, peut-être que vous allez arriver à cultiver. Voilà, donc ça aussi, après ça va être adapté la génétique effectivement en fonction de ce changement-là. C'est ça aussi. C'est ça. Mais oui, bien sûr, la génétique était absolument essentielle. Hein. Absolument. Voilà, alors bien sûr, rotation, association, effectivement. Mais surtout, c'est important. Alors déjà, le fait d'introduire un engrais vert fait qu'on a une rotation, naturellement, parce que du coup, on a au moins la culture, plus ensuite le couvert végétal qui va venir derrière. Donc effectivement, alors souvent, je parle soit de mélange des cultures, soit de succession de cultures. Voilà, je ne suis pas forcément... Je ne suis pas obligé d'avoir vraiment une rotation sur 3 ans avec voilà. On peut simplement se faire succéder avec quelques règles, notamment éviter d'avoir 2 crucifères qui se suivent. Et encore, est-ce qu'on a beaucoup de maladies des crucifères? Voilà, c'est pas sûr. Après, plus le sol est vivant, moins ça va être important, en fait, tout ça. Je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais ça va être moins important si on est sur un sol vraiment qui a très peu d'activité biologique, comme c'est le cas ici quand on démarre. Attention, hein. Même si on travaille bien, on démarre un sol où il n'y a pas d'activité biologique. Donc, oui, ça va être important de veiller à ça, notamment pour des maladies, pour des questions de fertilité. Hein, que c'est bien d'associer des systèmes racinaires qui vont aller à différentes profondeurs, etc. Après, ça peut être le mélange des cultures, l'association, mélange, voilà. Alors voilà, les règles, je suis toujours très réservé sur les règles concernant les associations, parce qu'on voit tout et n'importe quoi. Voilà, en fait, on n'en sait pas grand-chose. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Voilà. Donc souvent, je vais dire, allez-y, vous pouvez mélanger. Voilà. Voilà, on dit qu'il faut mettre des poireaux à côté des fraises ou des
des basiliques à côté des tomates. Enfin, scientifiquement, c'est basé sur que dalle. Non, voilà. C'est basé. voilà, voilà. Donc on peut tout expérimenter. Exactement. Et regarder. Exactement, c'est ça, exactement. Voilà, observer. Et puis, ce qui est vrai à Timimoun ne l'est pas forcément à Alger et ne l'est pas forcément à Paris. Voilà. C'est ça. Le principe, c'est le même. Après, c'est l'observation. Bien sûr, c'est ça. C'est l'observation. C'est ça. C'est ça. Question d'observation, pardon. Vas-y. Pardon. Question d'observation, est-ce que Ouais. du point de vue intelligence artificielle, quels sont les paramètres Voilà, à maintenir pour voilà, ce que je disais hier, voilà. cette qualité du sol? Par rapport au sol, à mon avis, le seul truc qui pourrait être potentiellement intéressant à suivre, c'est l'humidité. Voilà, des tensiomètres qui pourraient suivre le sol, l'humidité du sol à faible profondeur pour les légumes. Je pense qu'on est sur tout ça. Le reste, on est sur des choses qu'on pourra mesurer une fois par an, ou, voilà, ou une fois tous les 5 ans même. Voilà, on n'a pas besoin d'une mesure quotidienne pour le reste, quoi. Mais effectivement, pour l'humidité, je pense que ça peut être très intéressant parce que typiquement, les légumes, c'est des trucs qu'on arrose trop. Parce qu'on a peur qu'ils sèchent. C'est vrai que c'est fragile, un légume, mais voilà, on n'a pas besoin souvent d'arroser autant qu'on le fait. Donc là, effectivement, ça peut être bien d'avoir des tensiomètres qui vont nous dire quand, voilà, maintenant, c'est bien d'arroser. Et peut-être qu'on va, voilà, on va arroser, on va sûrement économiser de l'eau d'irrigation en faisant ça. Mais je pense que c'est le seul point où ça va être vraiment intéressant. Ça rejoint un petit peu la question que tu viens de poser, mais moi je l'aborde à travers la perspective d'un financement de projet et des études d'impact qu'il faut réaliser en amont. Et donc les études d'impact, elles intègrent la mesure de la situation au niveau de la faune, de la flore, évidemment sociale aussi. Et sur ce sujet-là, et par rapport à un sol, tout ça fait finalement référence à de la biologie, à de la chimie. Est-ce qu'il n'y a pas, et ça rejoint la question qui a été posée, est-ce qu'il n'y a pas des indicateurs chimiques qui permettraient de remonter des données et de dire, bon, bah, sur un sol où le pH est de temps, ou je ne sais pas quoi, quels sont les paramètres? Bien sûr, mais il y en a plein. Il y en a plein. De déterminer la qualité d'un sol. Alors, on a parlé de la capacité d'échange cationique déjà. Parce qu'effectivement, vu qu'on part de zéro, ça va être très intéressant de la suivre. Enfin, de zéro. Je suppose qu'on part de zéro, mais en tout cas, si on ne part pas de zéro, on part de pas grand-chose. Ça va être très intéressant de le suivre. Parce que si on arrive à augmenter ça, ça veut dire qu'on a vraiment eu un impact sur le sol. La teneur en carbone, ça c'est très intéressant. Ça se mesure. Ça se mesure. Mais tu peux le mesurer une fois par an. Tu n'as pas besoin d'une sonde qui va mesurer ça quotidiennement, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc tu vas pouvoir mesurer la richesse en éléments, en éléments minéraux, un peu tout ce qu'on trouve dans une analyse de sol classique, mais ça on va le faire tous les ans, voire tous les 3 ans, tous les 5 ans, on n'a pas besoin. Une forme d'inertie ou... Parce que c'est lent, c'est des processus relativement lents. Voilà, c'est des processus relativement lents. Mais oui, il y a effectivement plein de données. On parle de l'activité biologique, effectivement, tout ce qui est activité biologique, savoir la mycorhisation des cultures, est-ce qu'elle s'améliore ou pas, voilà. Moi j'imagine comme pour un humain, c'est-à-dire qu'on va faire une analyse de sang. Bien sûr, c'est ça, ouais, on complètement. a le Ça, résultat de la situation et il faut corriger ou pas Mais- certaines valeurs. mais- Est-ce qu'on peut arriver à ça avec, si on est dans l'optique d'un développement d'une parcelle qui est expérimentale, qui permet de sortir des règles du jeu qui puissent s'appliquer à d'autres productions, est-ce qu'on est capable de proposer à l'ensemble de producteurs de la région un modèle qui est aussi celui de dire ok, on fait une analyse et après c'est des recommandations sur des actions. Mais je dirais que l'analyse de sol classique qu'on va trouver, alors je sais pas, j'allais dire dans la chambre d'agriculture pour nous en France, mais je sais pas, il doit y avoir des équivalents, j'imagine, en Algérie. Déjà, elle va nous donner vraiment des informations sur l'évolution du sol. Donc déjà, rien que ça, c'est des choses simples. Déjà, rien que ça va nous aider beaucoup. Après, un autre truc, et là que le paysan peut faire lui-même, c'est aller regarder la structure du sol. Est-ce que le sol se structure? Donc c'est-à-dire, est-ce qu'on commence à avoir une cohésion entre les particules minérales? Et voilà, effectivement, regarder voilà, comment ça s'égrène. Voilà. Donc comment les particules minérales sont agencées entre elles. Et ça, la machine. Ça c'est le pédologue ou le paysan. C'est Ça, c'est la perception humaine. Effectivement, je ne connais pas de machine qui va identifier la structure du sol. Alors après, on peut mesurer la stabilité, tout ça. Bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'avoir une structure vraiment stable dans un contexte comme celui-ci, ça me paraît compliqué. Mais je pense que ça prendra beaucoup de temps. Mais en effet, voilà, ça c'est des choses qu'on peut observer, mais on observera avec le temps. Ça va pas, voilà. On n'a pas besoin de tous les jours. Ça c'est une fois par an. Déjà, c'est même déjà beaucoup une fois par an. Voilà, c'est pas utile d'avoir autant. Dans un sol vivant, Ouais. il y a une diversification, je veux dire, des vivants. Bien sûr. Et là, est-ce qu'on peut modéliser les interactions du ou des vivants?
Tu sais, le vivant, je dirais que c'est... Modéliser, hein. Non, enfin... Oui, alors on peut modéliser globalement le fonctionnement du sol, hein. Mais après, quelles sont les interactions qu'on va avoir dans le sol? C'est tellement complexe. La biodiversité du sol, c'est quelque chose d'absolument colossal. Pourquoi? C'est parce qu'il y a les propriétés, il y a un sol. Ouais. Moi, je prends un bouquet de fleurs. Bon, bouquet de fleurs, il y a de fleurs. Ouais. Il y a du terreau. Hmm. Je fais des analyses, les premières analyses par rapport aux propriétés physiques. Ouais. Ensuite, il y a les propriétés chimiques. Ouais. Ensuite, il y a les propriétés biologiques. Et là, Mais les propriétés biologiques, je dirais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Est-ce que tu as vraiment besoin de savoir quelles sont les chaînes trophiques qu'on a dans le sol, qui sont déjà extrêmement complexes? Ça va être ça va être extrêmement coûteux en plus de l'analyser, ça. Pardon, c'est l'impact. c'est l'impact, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est les effets, voilà, c'est les effets. Voilà. Quels sont les rôles écologiques qui sont remplis par ça? C'est ça qui va nous intéresser. Et effectivement, ça, on peut le voir, la structure du sol nous renseigne là-dessus, par exemple. pour suivre les impacts et pour gérer, parce que moi, je dois gérer cette fertilité dans le temps, la Ouais, c'est ça. durabilité des sols. Je construis un sol. Ouais. Donc, comment modéliser tout Alors, modéliser, on est vraiment sur un travail de recherche. Comprendre donc les impacts si mon sol, avec les cultures, la succession des cultures, les variétés, avec l'arrosage, les différentes cultures. À mon avis, modéliser, ça va être intéressant si déjà on a un système qui fonctionne. Je pense, à mon avis, c'est plutôt on met en place d'abord un système, on voit s'il fonctionne. S'il ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut corriger? Voilà. Oui, enfin, il est vivant, ça y est, je ne suis pas si sûr. Mais Donc, on passe d'un sol stérile, comme Oui. on dit tout à l'heure, hein, Ah oui, oui. squelettique, C'est ça. zéro, C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. il est vivant, ça y est. Donc, Ça y est. je peux avoir, Ça va prendre quelques années, ouais. produit, Ouais, ouais. Oui, voilà. Mais voilà, mais l'important, c'est ça. L'important, c'est que ça récolte. C'est qu'on voit qu'est-ce qu'on récolte, quoi. C'est ça. C'est à ça qu'on va voir. Justement, c'est aux effets. On reconnaît un arbre à ses fruits. Après, modéliser quels sont les échanges, machin. Bon, je sais pas trop ce que ça va nous apporter. Enfin, c'est bien pour des chercheurs, mais pour nous, voilà, on cherche à produire là, donc c'est ça. sont que producteurs, agriculteurs. Donc, j'aimerais bien tous ces éléments. Mais ces éléments. Je dois gérer l'eau et gérer le sol. C'est ça. C'est avec ces deux, Mais gérer l'eau, comme dit, si tu veux vraiment l'optimiser de façon scientifique, bon, bah là, tu as nos amis de Constantine qui vont pouvoir te mettre des systèmes avec des tensiomètres qui vont, voilà, qui vont mesurer l'eau, voilà, qui vont pouvoir te dire quand il faut irriguer, en quelle quantité. Donc ça, c'est Par exemple, pour la porosité. Ouais. Je reprends je veux dire, mon pot de fleurs. Ouais. La porosité, comment c'est-à-dire, La porosité, oui, bon, ça peut se mesurer, bien sûr. Ça peut faire partie des analyses de sol, bien sûr. Tu peux suivre la porosité. Ouais. Tu peux suivre la porosité, surtout la macroporosité, parce que c'est la microporosité, elle est plutôt texturale, c'est-à-dire qu'elle est liée vraiment aux matières, à la taille des particules minérales, donc ça, tu peux pas grand-chose. Par contre, la macroporosité, elle est vraiment liée à la structuration du sol, notamment par la biologie du sol. Le Donc, là. complexe argilo-humique. Alors, déjà, pour complexe argilo-humique, il faudrait qu'on ait de l'argile, déjà. Voilà. Par contre, un complexe humique, voilà, ce qui importe, moi, peu importe complexe, est-ce qu'il est argilo-humique, est-ce qu'il est humique, est-ce qu'il est argileux, à la limite, c'est pas important. L'important, c'est qu'on ait un complexe adsorbant qui vient retenir les éléments minéraux à sa surface. C'est ça qui est important. Une question. Est-ce qu'il serait intéressant, je ne sais pas, Ouais. je pense pas, est-ce qu'il serait intéressant de comprendre un petit peu quelles sont les grandes familles du vivant qui sont dans un sol qui est très pauvre du point de vue organique, et pour essayer d'avoir une idée d'un peu le type de faune qu'on a. Est-ce que tu penses que ce genre ça pourrait être intéressant. Alors effectivement, on est plus sur une visée de recherche, effectivement, de comprendre effectivement comment, quelle est la succession effectivement faunistique dans le sol qui va accompagner cette évolution d'un pur sable vers un sol vivant. ça, Effectivement, parce qu'on est à zéro, oui. donc Moi, qu'est-ce qui va se développer je pense, en tout cas d'un point de vue de recherche, je trouve ça intéressant. Après, il y a certainement des travaux qui ont déjà été faits là-dessus, je ne sais pas. Voilà. Après, là, il y a une recherche biblio à faire pour savoir quel est l'état de l'art déjà en la matière, mais oui, c'est intéressant. Voilà, mais écoutez, si on a fait le tour des questions, je crois que je vais passer la parole à Brahim. En tout cas, merci. Voilà. Merci à vous.